Les voitures coûtent de plus en plus cher. En reste-t-il des abordables? Vous nous avez demandé une mise à jour des nouveaux restillages de l'Opel Astra ici ou de la Vauxhall Astra si vous achetez au Royaume-Uni par exemple. Voici la version restylée en break. Oui, il est encore proposé en sport tourer. On enchaîne sur tous les détails et les mises à jour, extérieur, intérieur et l'essai de conduite complet avec Thomas sur Autogefühl en 4K, plein écran et en intégralité. On y va avec l'Astra mise à jour ici, le badge Opel avec le Blitz actualisé et éclairé avec un tout nouveau look agressif. Ici aussi un élément vertical, la finition ultime qu'on voit bien ici a aussi ce pare-choc inférieur nettement plus sportif. Ça contraste bien avec la peinture extérieure blanche. On a des matrix LED mises à jour. On peut les voir juste ici. Ils appellent ça IntelliLux. Et puis, comme je l'ai dit, le Break et la version à ion. Ici, c'est le Break, le Tourer, la Sports Tourer et il mesure 4,64 m, soit 183 pouces. Il s'agit bien de 2700 mm, soit 11 pouces de plus que la version à ion. Quant à l'empattement, il progresse de 600 mm, soit 2 pouces. Et on verra plus tard comment ça se répercute à l'intérieur. Des roues de 16 ou 18 pouces, ce sont les grandes jantes de 18 pouces. Elles sont aussi ici liées à cette finition supérieure et donnent un look extérieur très moderne, même à l'arrière. Ici avec sa signature. Et je trouve que le blanc est vraiment très joli. L'Altima Premia est aussi livré avec le logo noir, donc c'est encore un joli contraste, vraiment. Et celui-là indique hybride, mais est-ce un vrai hybride? Le voilà, c'est le. Moteur hybride léger 3 cylindres de 1,2 litres, autrement dit un moteur hybride. Alors, deux choses très importantes ici. Premièrement, 145 chevaux. Et ce moteur-là, il était bel et bien construit dans l'huile. Il y a quelques années, ils l'ont enfin modifié. Il y a désormais aussi le facteur hybride qui l'accompagne. Et ici, ça indique la chaîne de distribution. Et l'hybride léger les aide aussi niveau fiabilité. Pour les générations anciennes, il faut y regarder de près. En fiabilité, les modèles récents seraient bien meilleurs. Quant à moi, j'ai déjà testé ce véhicule. Il y a toujours un débat, mild hybride, vrai hybride intégré. Ici, c'est vraiment clairement entre les deux, plutôt orienté vers le vrai hybride. Pourquoi ça? Il y a des moments électriques. J'ai, tu sais, garé et reparti dans le quartier et tout, et même roulé genre presque 1 km en électrique à basse vitesse. Oui, seulement à basse vitesse. Mais ce véhicule est tout à fait capable de rouler en pur électrique. Encore une fois, sur de courtes distances et à très basse vitesse. Donc je dirais qu'on se dirige vraiment vers un vrai moteur hybride. Ça apporte aussi des gains de consommation. Je peux d'ores et déjà bien vous confirmer qu'on se situe à environ 6 L100 km/h. Ça fait 39 mpg US, 47,7 mpg UK. Et à noter, il y a aussi un diesel 1,5 litres à 4 cylindres, un hybride rechargeable essence 1,6 litres et une Astra tout électrique. Les détails sur les autres motorisations se trouvent aussi dans la description de la vidéo ou dans le commentaire de données. Il est temps de découvrir l'intérieur avec la télécommande typique de PSA. C'est là qu'on voit la ressemblance Peugeot-Citroën. Et bien sûr, ils utilisent les synergies au sein du groupe. Et pendant ce temps, bien sûr, Carl Stellantis ici, le bruit de fermeture de porte. C'est solide, j'aime ça. J'ai une fable pour ces sons de fermeture de porte super cool. Aussi très solide à l'arrière, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, à l'intérieur de la porte d'ailleurs, des poignées classiques normales, aussi à noter, non? Pas mal du tout. Ensuite, à l'intérieur de la porte ici, il y a une jolie structure sur la partie haute. Ça a l'air cool, c'est agréable au toucher et un peu doux aussi. On dirait un peu les étoiles Mercedes, non? On dirait des petites étoiles Mercedes, non? Ah, et aussi, n'oublions pas ici la lamination sur cette garniture, du moins à l'avant. Cette vitre n'est pas trop épaisse, elle possède une lamination intérieure. C'est sympa. Un insert en simili-cuir ici. Celui-ci aussi en simili-cuir doux, mais il devrait y avoir plus d'amortissement en dessous pour le coude, les commandes classiques des vitres et tout ça. Un renfort rigide à l'intérieur des portes et ensuite le volant a été mis à jour. Matériaux sans origine animale, vraiment très doux, agréable au toucher. Et puis quand on appuie un peu, il y a aussi un amorti doux en dessous et c'est cool aussi ici. Ils ont prévu des perforations à gauche et à droite avec de superbes surpiqûres de contours. Donc ça, c'est vraiment très très appréciable. Et il y a toujours de vrais boutons sur le volant à gauche et à droite aussi pour le volume.
Et puis ces sièges, ils ont aussi amélioré les sièges. Des sièges confort spéciaux, ici dans l'Ultimate Trimble, simili-cuir gris ici, simili-cuir noir, et puis ce tissu gris, est aussi spécial ici. Vous voyez, cette zone est un peu plus basse. Et puis ici, au niveau des ischions, il y a plus de maintien. Et c'est vraiment une super idée en fait pour apporter encore plus de confort à une voiture dans ce segment-là qui ne dépasse pas les 100 000 € et tout. Et le truc sympa, c'est vraiment que la zone des ischions, où moi-même j'ai le plus de problèmes sur les longs trajets quand les sièges ne sont pas top, est davantage amortie. Et ça, c'est vraiment très très appréciable pour vous. Ensuite, ici, vous pouvez aussi allonger un peu cette partie basse. Celui-ci a aussi une commande électrique pour la partie avant. Je la laisse généralement baisser, mais vous pouvez en profiter comme bon vous semble. Le reste est entièrement manuel. Il y a aussi le pompage et le remplissage d'huile. Donc des sièges très bons. Évidemment, si on est plutôt grand, on sent la différence avec les SUV. Et puis, par exemple, sur le futur Grandland, on sera assis un peu plus haut. C'est bien le cas. Mais ici, dans le segment des compacts ou des brakes, il y a aussi une bonne assise. Et le volant, la colonne, ici au bas, avant-arrière, aussi un bon réglage. Passons maintenant au cockpit de l'Opel ou de la Volkswagen Astra. Ici encore, on retrouve ce motif d'étoile Mercedes sur la planche de bord, qui est lui aussi plutôt sympa. Celle-ci n'est pas trop dure, mais un peu molle, je dirais. La boîte à gants est en fait assez spacieuse. Et on peut aussi désactiver l'airbag passager. Par contre, il n'y a pas d'isofix pour le siège avant, faut le dire. Ici, truc intéressant. Le compartiment caché juste là peut être pour les lunettes de soleil et il est doublé de feutre, donc c'est vraiment sympa à avoir. Et on a encore des commandes physiques ici, par exemple pour l'unité de climatisation. Faut dire toutefois qu'appuyer vers le haut n'est pas aussi agréable qu'appuyer vers le bas, parce que depuis le dessous, on sent un peu ce bord, mais en fait seulement avec les deux molettes de la clim. Les autres sont un peu plus agréables en bas, mais impossibles à relever. Donc donc chaque bouton qu'on peut pousser vers le haut, à ce bord qui vient de la partie inférieure, c'est vraiment pas très agréable. Mais j'apprécie quand même ces molettes physiques. Aussi une molette de volume manuel, assez pratique à l'usage. Pour modifier les instruments, tu utilises celle-ci. Les embouts des manettes à côté du volant, c'est aussi vraiment très important. Vous avez aussi des palettes au volant. On parlera bientôt de ce système d'infodivertissement qui a aussi ses inconvénients. Et encore une chose, il y a aussi des touches rapides directement sur cette barre, par exemple pour le chauffage des sièges ou le volant chauffant, simplement actif quand le moteur tourne. Donc j'aime que ce soit plutôt simple et facilement accessible. La console centrale est dure ici, sur les côtés. Tu peux glisser ça ou celui-ci pour l'ouvrir. Ce matériau est peut-être un peu trop moyen. Des chargeurs USB-C pour charger et pour connecter. Il y a aussi un kit de recharge sans fil, mais caché dedans et en plus non ventilé. Je préfère plutôt la solution filaire. Ainsi, il peut rester ouvert pour les porte-gobelets. 2 points, système adaptatif. Voilà comment on passe les vitesses. Le sélecteur du mode de conduite est ici. Il reste un peu d'espace. Oui, ça peut être trop souple pour votre coude, mais on a une belle ouverture partagée. Et puis, de l'espace en dessous, on peut mettre tout le bazar dont on n'a pas besoin pour le moment là-dessous. Je pense qu'on retrouve assez vite tout ce qu'on cherche. Ensuite, on a véritablement le toit. Celle-ci est un toit en verre optionnel avec un store manuel. Donc, c'est bon. La hauteur libre Miludi 962 passe. Rouvre-le, s'il te plaît. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il faille le rouvrir maintenant. Il pleut beaucoup. D'un autre côté, vous devez le voir, les gars, non? Du coup, je prends des risques. Je m'attendais pas à ce que ce soit si mauvais, en fait. Tout pour vous, les gars, vous savez. Donc, ouais, bien sûr, Léa rigole maintenant et vous pouvez aussi. Vous savez, c'est pour ça que je suis là. Tout le monde peut se payer ma tête, hein? Bref, une preuve de concept, un test, ouais, une preuve. J'ai vraiment cru pendant un instant que ça resterait sec. J'y ai vraiment pensé. Ouais, mais après, ça a pris direct, tu vois, un headshot, ouais. Ouais, je veux dire, tu peux encore laisser un peu d'air, c'est aussi rare aujourd'hui. Du coup, ça coche pas mal de cases. Et bon, l'intérieur est resté plutôt sec quand même parce que j'ai récupéré toute l'eau par le dessus. Et la vue du conducteur. Voici le logo Opel Blitz désormais mis à jour.
Ensuite, on a les instruments numériques que vous pouvez aussi un peu modifier ici avec L, index gauche ou avec l'index droit également pour la consommation, etc. Il y a aussi un affichage tête haute, puis l'unité principale d'infodivertissement. C'est bien qu'on puisse changer l'unité de clim ici. Manuel, c'est l'intégration Apple CarPlay Android Auto. Tu vois, rien n'est vraiment rapide. Du coup, ça prend généralement du temps. Et la visualisation n'est pas des plus modernes. Mais ça fait surtout bien le boulot. Au fait, ici, le petit secret typique de Peugeot, 3 doigts sur l'écran te ramènent directement ici. Menu principal caché, en gros. Et là, tu peux chercher des trucs que tu n'as peut-être pas trouvé jusque-là. Et important à savoir, appuie ici pour entrer dans le menu où tu peux activer ou désactiver des systèmes un peu chiants, etc. Par contre, tu peux aussi, programmer que celui-ci, quand tu appuies et le maintiens, désactive directement la règle européenne des bips de vitesse. C'est bien sûr pratique d'avoir ce raccourci. On se retrouve à l'intérieur des portes, tout est en dur. Eh bien ici, il y a un peu de simili-cuir, mais rien de vraiment spécial. Mais les sièges sont aussi jolis ici, avec le tissu gris et aussi cet insert central. Et la profondeur d'assise ici pour les ischions est aussi bonne pour les sièges arrière. Alors, c'est la partie que j'aime. Remonter les appuis-têtes. Et le confort d'assise des sièges est plutôt agréable. Mais même ici, en Sport Tour, il ne reste plus de place pour les jambes quand des personnes très grandes sont assises devant. Et la raison, c'est que même si celui-ci a 6 cm d'empattement de plus que la hatch, ce concept de plateforme, pareil sur la Peugeot 308, fait que le gain d'empattement ne profite pas aux passagers arrière. C'est plutôt pour agrandir le coffre à l'arrière. C'est un concept très inhabituel, mais c'est ce qu'ils ont choisi ici. Plus d'espace pour les bagages. Pour les enfants, ça passe. Il y a l'isofix et tout, les photos. Les grands à l'arrière, c'est critique. Ouais, peut-être quand le siège est un peu plus haut, tu peux t'y caler. Mais tu vois, là, je suis un peu paumé. Un chargeur USB-C pour l'arrière avec le restylage, voilà, c'est à peu près tout. Matériaux bons, surtout siège, garde au toit sans problème avec 190 mm 642. C'est aussi un des avantages ici du Sports Tourer, l'Estate. L'espace pour la tête est légèrement meilleur parce que cela se prolonge un peu plus que sur la hatch. Le volume du coffre triangle est annoncé à 600 litres. Bien sûr, il y a des chiffres différents selon la méthode de mesure. Allez, regardons et mesurons nous-mêmes. On a d'ailleurs eu quelques soucis avec le haillon électrique. Si vous avez rencontré cela aussi et êtes propriétaire d'une Astra, merci de le mentionner dans la description de la vidéo. On attendra que la voiture se calme un peu, puis nous réessaierons ensuite. Alors ici, ce couvercle a de belles glissières à gauche et à droite. Celui-ci passe encore dessous, pas de problème. Ensuite, nous avons 40 pouces de largeur et aussi 40 pouces de longueur. Exactement, oui, là, vraiment. On a aussi ce déverrouillage à distance et parfois, il faut vérifier que la ceinture de sécurité ne le bloque pas. Après, il faut un peu plus d'aide, mais c'est une bonne fonctionnalité. Allez, on va jeter un œil ici. La longueur totale se situe à 1,75 m, soit 69 pouces, et comprend aussi cela exactement, tout à fait. Quant à la hauteur, la voici, 27 pouces ou 69 cm. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est la qualité de fabrication ici, comme le tissu qu'ils utilisent. C'est un peu vraiment comme un matériau haut de gamme. C'est plutôt une voiture premium, honnêtement, donc j'aime vraiment ça. Et là, il reste un peu d'espace et je peux aussi soulever celui-ci et dessous, je peux le remonter comme ça. Tu vois bien, là, vraiment, tu sais, je peux mettre quelque chose en dessous. Théoriquement, je peux aussi passer à un cran inférieur, mais là, il faut enlever l'attache de remorque et tout ça. Donc, ce serait possible d'utiliser ce cran inférieur et d'en tirer un peu plus de hauteur. Et globalement, je pense que la plupart sont coupés et tout, donc très utilisables. Allez, on commence à conduire l'Astra restylée. Et le truc intéressant, c'est qu'en ce moment, on roule en électrique à 30 km/h. Là, le moteur s'est mis en marche parce que j'accélérais un peu plus fortement. Mais même ici, tu vois bien, surtout en mode éco, c'est aussi un peu plus marqué. Et on passe aussi en mode normal, par exemple avec le commutateur ici. Et bientôt aussi en mode sport où on va tester un peu l'accélération. On la laisse passer. Non, pas cette Peugeot Pass, elle veut changer de voie. Allez, on passe en mode sport. Voilà. On va voir si ce moteur plutôt petit, oh, tout est rouge et tout, si ce petit moteur peut encore sortir quelque chose avec le turbo ici. Qu'est-ce qu'il a dit?
qu'est-ce que tu as dit? J'ai aucune idée de ce que tu as dit. On y va. C'est 100, 120. Et 130. Je me demande bien pourquoi le liaméteur ne s'est pas du tout déclenché. Ouais, ah bien sûr, vraiment. Je veux dire, ce n'est pas du tout une voiture de sport. C'est censé être une voiture plus abordable. Il a quand même un turbo, mais on a l'impression que, enfin, il ne se passe pas grand-chose. Il y avait encore, tu sais, un léger tirage au volant. Faut le dire quand même. On peut toutefois désactiver le mode assistance au maintien de voix, là aussi, c'est peut-être une bonne idée. Et puis on verra ça. En général, c'est plutôt bien. On peut juste voir un peu plus librement quand même. Je pense que c'est silencieux. Oui, je veux dire, je vous ai montré l'isolation ici comme la lamination. Les fenêtres ne sont pas si épaisses. Elles sont plutôt fines, mais elles ont la lamination. Donc c'est une combinaison rare d'avoir des fenêtres très fines, mais qui ont la lamination. Et je dois dire que c'est étonnamment silencieux, en fait, et la rue est vraiment très trempée. Ouais, ouais. On a même la route mouillée ici. Donc, ouais, bonne remarque de Lia. Je veux dire, c'est aussi notre reine du silence. Pas toujours, mais je veux dire, pour reconnaître quand c'est silencieux ou non. Et reine de tout, bien sûr aussi, et princesse passagère. Exactement. Ouais, en fait, c'est l'une des meilleures trouvailles ici. C'est vraiment silencieux. Très sympa. On a les jantes de 18 pouces ici, dans cette finition Ultimate. Donc ça, évidemment, c'est un peu plus sportif, non? On a effectivement remarqué un bruit sourd à basse vitesse sur certaines bosses en ville. Exactement. Par contre, sur l'autoroute bien faite, la suspension fait vraiment du bon boulot, un bon compromis entre sportivité et confort. Voilà l'ennemi, la Golf Variant, la concurrente de Fiat, et c'est quand même un changement de fil à 140 km à l'heure. En fait, elle est plutôt sympa. Ouais, ouais, ça ne vibre pas du tout ou quoi. Vraiment, vraiment très bien. La suspension n'est pas trop ferme, donc ils veulent garder le confort malgré tout. Et à 150 km/h, le bruit reste tout à fait raisonnable. Bien sûr, c'est un peu plus bruyant, mais bon, réfléchis-y, c'est une voiture qui, en full spec, coûte aux alentours de 40 000 €. Et il y a des voitures plus chères qui sont plus bruyantes que celle-ci, donc c'est une bonne surprise. Et oui, nous les grands, on aime les SUV pour la position de conduite, mais comme je l'ai dit, les sièges eux-mêmes sont bons. Et un autre avantage d'une voiture plus basse, c'est qu'on se prend moins le vent, par exemple. C'est vraiment aussi efficace contre le bruit extérieur. Et on a une position de conduite sportive, ça marche plutôt bien en réalité. Donc, il y a toujours la question des lignes, genre des fils dans le pare-brise pour le pare-brise chauffant. Fonction très prisée quand il fait vraiment super froid en plein hiver et que le pare-brise gèle le matin et tout ça. Je vois ces lignes tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Léa conduisait une Ford quand elle était jeune. Donc, elle ne les voit pas. Enfin, elle a de meilleurs yeux que moi, mais elle ne les voit pas parce que quand tu as l'habitude de conduire une Ford, tu sais toujours que les lignes sont, eh bien, tu ne les reconnais plus. Alors, c'est ça. Mais c'est clairement quelque chose à prendre en compte avant et vraiment, je dirais que c'est une très bonne performance ici sur l'autoroute allemande. Bien sûr, l'autobahn allemande est toujours le test que toutes les voitures doivent passer quand on les essaie en Allemagne pour voir comment elles se comportent ici. J'aime aussi beaucoup conduire, c'est plutôt bien réussi. Si la route reste régulière. J'ai eu quelques bruits sourds alors quand il y a quelques petites bosses en ville, mais ici, il s'en sort très bien. Et encore une fois, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point le système hybride marchait bien en ville, puisqu'on a toujours ces moments électriques aussi. On peut aussi simplement toucher le clignotant pour changer de voie. Et encore une fois, changer de voie est vraiment très amusant. Une bonne vue d'ensemble, car c'est un style de construction classique pour ce véhicule. Donc vous savez exactement ce qui se passe devant, à l'intérieur et derrière vous, surtout en break. Vous avez aussi une très bonne vue vers l'arrière depuis là. Et gardez l'affichage tête haute dans mon champ de vision. Je n'ai pas besoin de surveiller les instruments. Je peux les laisser en longue focale. C'est très bien. Voyons voir.
J'ai aussi activé cette visualisation. Tu ne la regarderas probablement pas tout le temps. Mais ici, par exemple, même à 100 km/h, le moteur se coupe quand je suis simplement en roue libre et que je récupère un tout petit peu d'énergie. C'est plutôt cool, tu vois. Bien sûr, on a eu cette poussée initiale, l'impulsion. C'est le moteur à combustion qui t'a donné la vitesse, mais c'est quand même un bon moyen d'économiser du carburant et peut-être d'accentuer un peu le mode éco, par exemple. Ça marche vraiment super bien. C'est vraiment impressionnant, tu sais. Alors ça, regarde un peu ça. Ouais, enfin non. Après, le moteur à combustion se remet en route. Alors du coup, parfois, quand tu roules doucement, tu l'entends vraiment. Mais à ces vitesses-là, tu n'entends pas vraiment s'il tourne ou pas. Vraiment, quoi. Voyons. Il s'est éteint à nouveau. Voyons si la boîte est blanche ou transparente. On atteint l'énergie maximale. Maintenant, la voiture est en gros entraînée par la batterie, par le moteur électrique. C'est vraiment cool. Ça a redémarré. Ouais, maintenant, on le sent un peu. Donc, effectivement, je dirais vraiment que ça peut être considéré comme un vrai hybride. Et voilà une autre découverte intéressante aujourd'hui avec le restylage de l'Astra. Donc, pour ce qui est des véhicules abordables, celui-ci démarre à 35 000 € en Tourer, en Sports Tourer, et il est même un peu moins cher en hatch. Et en toutes options, comme il est là maintenant, juste un peu plus de 40 000 €. La version hybride rechargeable serait encore plus chère, mais bon, dans certains pays, il y a des avantages fiscaux, donc il faut voir comment ça tourne. Les spécifs moteurs sont aussi dans la description de la vidéo ou le commentaire des données. Cette voiture tient bien ses promesses, je la trouve plutôt fraîche et vivante. Franchement, ils n'ont pas beaucoup modifié le restylage. L'intérieur aurait peut-être mérité un peu plus de retouches. Les sièges sont très confortables et le volant en matériaux de qualité. L'intérieur est plutôt... C'est pas compliqué, tu vois. Tu trouves vraiment très facilement ce que tu veux. Le logiciel d'infodivertissement, évidemment, il est en fait franchement trop dépassé. Je pense qu'ils auraient dû bosser davantage dessus, surtout avec ce restylage, mais le reste des fonctions est bien sûr très bien ficelé. Et puis, il roule plutôt bien. On ne peut vraiment pas en demander beaucoup plus, bien sûr, vraiment, à ce prix-là. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait encore des voitures qui ne sont pas à 100 000 €. Tu sais bien que le prix moyen d'une voiture dépasse 50 000 €. Elle est donc bien en dessous. Le seul problème, c'est que même Stellantis, ils obtiennent une coopération interne, par exemple de Leapmotors, pour les faire intégrer dans leurs concessions. Mais je pense que Opel et Volkswagen ont encore ici ce best-seller un peu classique dans leur gamme qui convient très bien surtout aux jeunes familles et compagnies et bien sûr on l'utilise aussi comme voiture de société. Par contre, il doit lutter contre les modèles typiques de Volkswagen comme la variante Break de la Golf. Et découvrez quelques concurrents dès maintenant.